Bonjour à toutes et à tous. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un sujet plus grave que d'habitude, les souffrances de 1940-1945. C'est Gaston Villemer et Henri Nazet qui ont écrit le morceau de musique « Vous n'aurez plus l'Alsace et la Lorraine » en 1871 pendant l'annexion. Ils disaient aussi « Et malgré vous, nous resterons français. Vous avez pu germaniser la plaine, mais notre cœur, vous ne l'aurez jamais. » Le docteur Kiefer avait dit aussi dans son livre « La dernière chance », mon arrière-grand-père a perdu la guerre en 70, mon grand-père a perdu la guerre en 18, mon père a perdu la guerre en 39, il a perdu la guerre en 45 parce que les Mosellans étaient toujours associés aux défaites. Et ils étaient obligés de fêter les victoires ensuite avec les victorieux. La Lorraine, la Moselle a toujours perdu ses batailles. Alors on va vous raconter deux histoires. L'une est celle d'un soldat allemand né à Berlin et l'autre la chronique manuscrite d'une femme d'Amnéville qui a expliqué ce qu'était l'exode sur Amnéville. Et c'est grâce à Jean-Claude Wagner qui a fait la traduction complète que nous allons pouvoir vous la raconter et la commenter. Die ersten 2 Monate waren reich an Ereignissen. Darum will ich sie hier festhalten. Les 2 derniers mois furent riches en événements dont j'aimerais vous parler. Les affaires commencèrent avec les Anglais. C'est le lundi 22 avril 1940 que sont arrivés M. Patterson et 7 adjudants. Ils passèrent leur journée dans ma buanderie, mais ils logeaient dans différents quartiers de la commune d'Amnéville. 2 jours après leur arrivée, venait toute une division. Répartis dans les localités environnantes, ils faisaient bonne impression par leur propreté et leur discipline. Alors il s'agit de la 51e division d'infanterie écossaise de Southampton. La division est stationnée à proximité de l'ouvrage du Hackleberg, sur la ligne Maginot. En appui au 93e régiment d'infanterie, cette division se replie sur une nouvelle ligne défensive le long de la rivière Somme, où elle est rattachée à la 10e armée française. Monsieur Patterson a pris logis chez nous et il dormait sur le divan et aussi 3 hommes dans la buanderie. Monsieur Patterson nous démontrait qu'il était une bonne personne. Il avait un faible pour Trudy, car sa fillette avait le même âge. Avec Willy, mon mari, il avait beaucoup de points communs, comme sa date et année de naissance. Leur mère avait les mêmes prénoms. Maria et leur belle-mère aussi s'appelaient Margaret. Donc beaucoup de hasard et de similitudes. Le jeudi 2 mai 1940, jour de l'Ascension, la petite Schmelter fut renversée par un camion anglais dans notre rue et mortellement blessée. Un drame épouvantable. Elle a été enterrée le samedi 4 mai 1940. Les soldats, très dignes, prodiguèrent les derniers sacrements. C'était très émouvant. Il s'agissait de Marie-Colette Schmelter, née le 22 décembre 1935 et qui habitait au 8 rue Lyotet. Au soir du 4 mai 1940, le 93e régiment d'infanterie arriva. Le sergent Franz dormait aussi chez nous. Le dimanche 5 mai, au matin, Patterson nous quittait pour le front et demain les autres. En fait, la 51e division d'infanterie écossaise de Southampton rejoignait la Somme. Lundi 6 mai 1940, le bureau fut installé chez nous et venait le sergent-chef, Cher, qui partait en congé 2 jours après. Le vendredi 10 mai au matin, tombaient les premières bombes sur les usines près du Crassier. Elles firent plusieurs morts et blessés.
Le 93e régiment d'infanterie, arrivé en Lorraine en février, nous quittait. Logiquement pour Sainte-Ménéhould, mais l'attaque des Allemands du 10 mai 1940 a bouleversé les plans et ils allaient vers les Ardennes belges. Ils allaient vers le Luxembourg en passant par Briey, Trieux jusqu'à Autange. Le même jour de passage, Patterson est venu nous saluer. Les premiers réfugiés luxembourgeois arrivèrent cette nuit-là. Dimanche 12 mai 1940, jour de la Pentecôte, j'ai accueilli 4 personnes, Monsieur et Madame Schroeder, leur fille Marceline et le frère de Madame Schroeder, Niels, des gens très convenables et polis. Ces luxembourgeois venaient de la région d'Echternach. Ils restèrent chez nous du dimanche de la Pentecôte jusqu'au dimanche 19 mai 1940. Pendant tous ces jours, il y a eu des bombardements dans la région. Monsieur Léonard a été gravement blessé et aussi mesdemoiselles Sass et Bischoff. La dernière mourut suite de ses blessures. Il s'agissait de Agnès Bischoff, née le 4 septembre 1915 à Lemberg et qui habitait rue du Mur. Nous sommes le vendredi 17 mai 1940. Il y a eu des tirs d'artillerie dans la Hagondange. Grosse panique. Beaucoup de gens quittaient la ville. Samedi midi, le 18 mai, est venu Jean de Romba, très énervé, et nous annonce qu'avant midi, tous les gens ont été enlevés par camion. Nous concluons que nous ne pouvions pas garder les Schroeder chez nous. Ils nous quittèrent avec le cœur gros. Même les hommes pleuraient. Nous avons ensuite fait nos valises sans nous presser, mais nous avons reçu l'ordre d'évacuation le lundi midi 20 mai et d'être à la mairie pour mardi 8 heures, mais il a fallu attendre 14 heures. Père et mère partirent avant nous. À Metz, les hommes furent écartés des familles. Nous logeons dans la caserne du 402e régiment d'artillerie. Le 402e régiment d'artillerie est alors basé à la caserne Roque à Longeville-les-Metz. Je logeais au 3e dans une chambre avec 16 personnes et 30 enfants. Le dimanche 26 mai, nous sommes libérés mais par groupe. Willy me passait les bagages et vint notre séparation. Willy était obligé de retourner à la caserne. J'entends encore les cris de Trudy. « Papa! Papa !» Chez nous, à Amnéville, tout est calme. Depuis le dimanche avant notre exode, alors que 5 bombes étaient tombées, puis plus rien ne se passa ici. Par contre, la rumeur d'une évacuation se confirmait de plus en plus. Nous avions des nouvelles des Luxembourgeois depuis la frontière suisse. 8 à 9 millions de réfugiés civils sur le sol français en mai-juin 1940. 10 000 personnes tuées par les bombes et les mitraillages des avions allemands. 90 000 enfants perdus recensés par la Croix-Rouge internationale. La grande peur collective du peuple français fut un événement cauchemardesque que le terme biblique d'exode servit à qualifier. Dimanche, après notre retour, soit le 2 juin 1940, je reçois la première lettre de Willy, la seule à ce jour. Je pense que pendant cette période actuelle, qui va encore durer des semaines, voire des mois, avant d'avoir des nouvelles l'un de l'autre. J'ai repris ma sérénité, tout était calme jusqu'au début de la semaine. Ce mardi 4 juin 1940, nous apprenons que la direction de l'usine d'Agondange voulait mettre son personnel à l'abri. C'était comme un coup de fouet pour moi. On fabriquait des sacs à dos pour les remplir d'effets en attendant le départ. Mercredi 3 juin 40 est venue Madame Tuller d'Agondange, qui me confirma les dires et me dit qu'ils dormaient tous au sous-sol depuis les dernières explosions des bombes. Soudain, j'entends « Tous les hommes entre 18 et 45 ans sont mobilisés. » Grosse frayeur pour moi. Comme il était déjà 19 heures, la majorité décidait de partir au travail le lendemain et d'apprendre ce qui se passait.
À 23h30, j'écoutais Radio Strasbourg et entendais l'ambassade du président Roosevelt. Je décidai de me coucher. Vers 3h du matin, je fus réveillée par une terrible explosion, suivie de 3 autres. Soudain, tout le monde était réveillé, sauf nos 3 enfants, qui continuèrent à dormir. Nous pensions que c'était encore l'artillerie, mais Émile nous montra un énorme nuage au ciel en direction de Reichsberg. Richemont en français. Nous avons alors compris qu'il s'agissait du pont du chemin de fer qui a été dynamité. Mais il y a eu 4 explosions au total. Soudain, nous entendirent des tirs de canon au loin, du côté de Briey ou Conflans. Mais nous ne comprenons pas. Au matin du vendredi 7 juin fut livré le dernier journal. Vers 6h, je voulais écouter la radio, mais il n'y avait pas de courant. Les hommes se rendirent à leur travail comme d'habitude. Émile à 4h, papa à 5h. Entre 8h et 9h, la nouvelle tombait. L'usine est arrêtée. La direction s'est mise à l'abri avec 3 millions de francs représentant le salaire des ouvriers. Ce fut une panique indescriptible. Les bureaux sont mis à sac. Certains ont volé le dernier argent, mais très peu. Papa attendait 3 heures pour rentrer à l'usine, en vain, et samedi aussi. Les magasins de l'usine furent volés, balais, seaux, serpillères, emportés à la maison. Il n'y avait plus de gardes, plus de militaires, ni de gendarmerie sur place. Les ouvriers ont été renvoyés et priés de revenir le mardi 11 juin 1940. Aujourd'hui, c'est dimanche, 9 juin, mais d'ici mardi, il pourra encore se passer des choses. Vendredi soir, les habitants des alentours du pont furent prévenus que le pont de l'Orne serait encore dynamité au courant de la nuit. On ne connaît pas encore l'heure, mais il fallait quitter les maisons à 21h. Finalement, c'est à 3h du matin. À Rombat, la rue de la Gare a beaucoup souffert. Personnellement, je ne l'ai pas vu, mais papa m'a dit que les débris du pont de Clouange ont volé jusqu'au premier portier et qu'un énorme bloc se trouvait devant le casino et la poste de Rombat. Les habitants de Boussanges, Vitry, Clouange, jusqu'à Moyeuvre sont en mauvaise posture. Pas de boulanger, pas de pain. Ils viennent de Moyeuvre à Rombat pour en chercher ici, à Amnéville. Ici, nous avons encore du pain, mais pour combien de temps? Les gens de la cité d'Agandange viennent aussi chercher leur pain à Amnéville. Le pont de Rombat a aussi été détruit. Et aussi le pont de la Moselle. Le directeur de l'usine de Boussanges a saisi l'opportunité de sauver sa famille, messieurs Hémer de l'usine de Rombat, le directeur d'Agandange et son chef du personnel, Muller, Vogel de la cimenterie, notre maire Frédéric Roux et M. Émile Schladenhofer, maire de Rombat. Nous apprenons que tous les hommes mobilisés mercredi doivent se rendre à Dijon. Certains sont partis à vélo, faute de moyens de transport. Beaucoup sont arrivés jusqu'à Metz et sont revenus vu la situation catastrophique rencontrée. Plus de gendarmes, plus de police, mairie, les magasins sont pillés, la manufacture des tabacs est mise à sac et chacun ramène ses petits paquets à la maison. C'est incroyable. Le directeur lui-même a ouvert les portes et encouragé les gens à se servir de cigarettes, de tabac, allumettes, car les soldats veulent y mettre le feu. À Amnéville, chose faite ici sur la vieille place du marché et devant le café Bernard, ils firent de grands tas et entassèrent fusils, munitions, chaussures, linge, uniformes, rations militaires. Tout produit militaire et tout stock seront brûlés, même le chocolat. Les civils auraient bien récupéré ces produits, mais non, non, non. Nous voulons être sûrs que cela ne tombe pas dans les mains des Boches. Nous sommes habitués à tout, mais ce qui se joue ici dépasse toute fantaisie. Aujourd'hui, il y a foule sur la route de Metz. Les gens racontent qu'à Metz, ils n'ont jamais vu autant de monde, même les jours de braderie. À vélo, moto,
Ils se rendent en ville, ils ramassent toutes les denrées alimentaires possibles, sauf rendues impropres à la consommation. Les femmes se remplissent les sacs de farine au bord du trottoir, se tenant debout jusqu'au ventre, dans les tas de vrac. Sur le trottoir, gisaient café, sucre, etc., mais aspergés avec du gasoil et du pétrole. Toutefois, carcasses de vaches, lard, sont à disposition. Sur la route de Metz, passaient beaucoup de soldats en exode et se servaient des vélos entreposés. Nous pouvons le comprendre car les hommes sont à bout de force. Papa était à Romba. Il a rencontré aussi des soldats très affaiblis. La plupart sans fusil. Depuis la boulangerie Thomas jusqu'à l'entrée de la ville, ils sont assis sur le trottoir ne disant pas un mot, avec un air hagard. Le maire de Romba, M. Emile Schladenhofen, a rejoint son poste. L'instituteur Barbian, Pierre, n'a pas encore rejoint l'école. Les pompiers assurent le maintien de l'ordre ici à Amnéville. Le docteur Becker assure la mairie et son métier à Romba. À Romba, le docteur Meyer est parti avec les chères sœurs, mais les nôtres sont toujours présentes. Nous pensons que le docteur Becker a rassemblé une garde de volontaires pour éviter les pillages la nuit. Alors, suite au pacte germano-soviétique du 23 août 1939, toutes les administrations communales d'obédience communiste furent exclues. Le conseil municipal d'Amnéville fut donc dissous et une délégation spéciale prit la place. Le président, M. Mélinger, est assisté de M. Stahl et Eby. Mais vous venez de remarquer que le docteur Becker a joué un rôle important pour la sécurité et la sauvegarde de la ville d'Amnéville. Ne trouvons aucune trace de ce détail dans aucun document connu. Le dépôt principal des magasins de l'usine a également été pillé le samedi 15 juin 1940. Même les huiles furent vidées par terre. De grandes quantités de sucre étaient en stock, mais impossible d'en avoir au magasin, même avec la carte. À la cantine aussi, il y a eu des pillages, et le vin fut vidé par terre. Ce matin, du dimanche 16 juin 1940, de bon matin, venaient des personnes avec des charrettes à bras, des magasins de l'usine chargés de victuailles. Ce soir, nous avons du courant et on pourra écouter la radio. Les Allemands sont à Paris, à Verdun, entre Saint-Avold et Sarrebourg. La question du jour était de savoir quand ils défileraient dans la ville, car nos nerfs sont à bout. Et cette situation n'est pas tenable par la population. Si seulement j'avais des nouvelles de Willy, car je n'ai pas de courrier depuis 15 jours. Je lui ai écrit 2 fois, mais la poste ne marche pas et aucun train ne circule. Aujourd'hui, lundi 17 juin, la radio a annoncé que les Allemands défilaient à Dijon. Où est Willy? Est-il toujours à Dijon? Je viens de recevoir une lettre de lui datée du 10, mais lui n'a pas encore reçu les miennes. À 12h30, la radio annonçait que le maréchal Pétain a tenté avec le Reich et les autorités de négocier un cessez-le-feu. Hitler et Mussolini sont en pleine conférence et refont le monde. Que Dieu fasse qu'ils arrivent à de bonnes fins. Cela a assez coûté de sang et de larmes. Les réfugiés en France sont de plus en plus nombreux. Cet après-midi à 17h, la population a été informée de la présence de soldats allemands à Clouange et la population est priée de garder son sang-froid. À 6h, papa est venu et nous dit qu'il avait rencontré 4 motocycles-cars près du pont de Clouange et il y avait des hommes occupés avec le maire, M. Larcher, pour tenter de rendre le pont exploitable. Les Allemands s'entretenaient avec les hommes, puis se retirèrent en leur serrant la main. Ils retournèrent à Moyeuvre, où se tenaient leurs troupes. À 7h, on affichait que les troupes allemandes rentraient à Amnéville au courant de la nuit. Ce soir, un jeune soldat de passage est venu s'entretenir avec les gens d'ici. Il était d'Aumécourt.
est déjà sur les routes depuis 3 jours. Il espérait rentrer chez lui. De nombreux hommes et soldats en exemple se retrouvent sur les chemins, sans nourriture et soins, depuis 3 jours, rendus à eux-mêmes. Quelle débandade! La morale de cette histoire: Nun, es hat müssen so kommen, damit verschiedenen die Augen aufgehen. Il a quand même fallu en arriver là afin que les gens comprennent. Vous venez d'entendre la morale de cette histoire, mais le drame de cette famille, c'est que Willy n'est pas revenu en 1945. Willy fut envoyé en Allemagne pour le travail obligatoire, parce que les Allemands avaient constaté une demande de naturalisation en 1939 en préfecture de la Moselle pour son père, né allemand en Sarre. C'est la preuve d'une volonté de trahison inacceptable pour les Allemands qu'un Sarrois demande à être naturalisé français. Et Willy a été donc envoyé en déportation pour du travail obligatoire. Il fut tué à proximité de son usine dans la banlieue de Berlin lors des bombardements de l'armée russe. Erwin, lui, c'est l'autre histoire, est né à Berlin et se prédestinait à des études de vétérinaire. Mais la guerre va le happer et incorporer dans l'Afrika Korps de Rommel. Il fera toutes les campagnes d'Afrique et d'Italie. Blessé près de Monte Cassino, il est rapatrié vers l'Allemagne. Mais son train s'arrête à Königsmacker. Et les Américains l'emprisonnent et l'envoient aux États-Unis. À son retour en 1945, il est mis à disposition d'une ferme à Rurange-lès-Thionville, ferme qui a des parcelles à cultiver à la vieille ferme d'Amnéville. Il se retrouve donc sur notre terrain, ici, et fait la rencontre d'une jeune fille du coin. Ils se marièrent et ils restèrent à Amnéville. Quel paradoxe! Ces deux histoires nous apprennent qu'Erwin est né à Berlin et a vécu à Amnéville, et que Willy, qui a vécu à Amnéville, est mort à Berlin. Toutes ces souffrances confortent notre espoir en une Europe unie et de paix. Merci à Christiane et à Jean-Claude. Merci aux témoins de ces histoires. Merci à TV pour son concours technique. Et j'espère que nous ferons encore d'autres émissions et on vous donnera rendez-vous pour celle-ci.